scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Alors donc la dernière fois on a passé un petit peu de temps sur des choses qui étaient plutôt mathématiques finalement, les opérateurs vectoriels. Travaillez ça, soyez familiers avec ce que c'est qu'une dérivée partielle, une divergence, un rotationnel. C'est pas des choses compliquées, c'est juste ça demande d'en avoir fait, donc faites quelques exercices et ça vous semblera simple, c'est simplement des recettes à appliquer. Bon. Aujourd'hui on va faire des choses qui sont plus liées à la physique, on va commencer le cours sur l'induction. Et on va commencer à aller au-delà de ce que vous avez fait en électrostatique et en magnétostatique. Donc on va commencer à avoir des lois qui généralisent celles que vous avez déjà vues. Donc le chapitre s'appelle chapitre 2, induction électromagnétique. Alors le phénomène auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est un phénomène que j'avais déjà décrit en cours la dernière fois. Je vous avais fait une petite expérience de pensée. Je vais la reprendre ici. Imaginez la situation suivante. Je vais même la dessiner. Imaginez qu'on prenne un fil qui fait une boucle comme ça. On va appeler ça une spire. Je vais essayer de dessiner une pseudo 3 dimensions. C'est-à-dire que ça, c'est la face avant de la spire. Ça, c'est la face arrière. Donc c'est quelque chose ici. Ça vient vers l'avant du tableau. Et ça va vers l'arrière. Alors la spire, elle serait comme ça. D'accord ? Et on met un aimant ici. Avec son pôle nord ici, par exemple, son pôle sud ici. Et l'expérience, c'est la suivante. Elle va être en deux temps. Dans un premier temps, je prends la spire ici et je la déplace vers l'aimant à vitesse, avec une certaine vitesse. Donc je l'avance de l'aimant. Quand on fait cette expérience, on s'aperçoit qu'un courant se met à circuler dans la boucle. Ça, on va en avoir une explication physique. En fait, ça peut très bien se comprendre, ça, avec ce que vous savez déjà. Je ferai un petit quiz tout à l'heure pour voir si vous avez une idée d'où ça vient, mais on va pouvoir l'expliquer avec la physique que vous connaissez. Donc, ce phénomène, c'est une forme de ce qu'on va appeler l'induction, mais ce n'est pas sa forme la plus générale du tout. Maintenant, si je fais une expérience qui a l'air similaire, qui va être quand même un petit peu différente, je prends la même boucle, je prends le même aimant, et cette fois, c'est l'aimant que j'approche de la boucle. On a tendance à se dire, comme ça, si on regarde les deux expériences, on a un mouvement relatif entre les deux, il n'y a aucune raison que ça donne un résultat différent de ça comme expérience. Et effectivement, quand on fait l'expérience, on s'aperçoit que dans ce cas-là aussi, on a un courant qui circule dans la boucle. Il se trouve que ça, c'est extrêmement difficile à comprendre avec ce que vous connaissez pour l'instant de l'électrostatique et de la magnétostatique. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer déjà à analyser cette situation-là ensemble. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi, dans cette situation-là, il y a effectivement un courant qui circule dans la boucle quand on fait cette expérience ? Très bien, effectivement, il y a une force qui agit sur les électrons qui se situent dans la spire ici. Comment vous l'appelleriez, cette force ? Elle a son nom ou son expression en fonction de différents paramètres qui interviennent. Donc tu m'as dit c'est la force due au champ magnétique, c'est ça ? Ça s'appelle la force de Lorentz, c'est ça ? Vous vous rappelez son expression, de quoi elle dépend ? Elle dépend du champ magnétique, oui, elle dépend d'autre chose. Laquelle ? Alors non, ça va. Alors, sous la forme où je vais l'écrire là, non, ça ne va pas intervenir. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est QV vectoriel B. Avant que j'en discute plus, ça vous dit quelque chose, ça ? Vous l'avez déjà écrit ? Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est le produit vectoriel. Donc, on fait le produit vectoriel de la vitesse avec le champ magnétique multiplié par la charge électrique. Et ça donne la force. Ça, c'est la force de Lorentz. C'est ça. Ça veut dire que cette force, effectivement, elle se produit quand un électron est mis en mouvement. Un champ magnétique ne va pas mettre un électron en mouvement. Si vous avez un électron qui est là, immobile, et vous avez un aimant qui est à côté, l'aimant crée un champ magnétique un peu partout, et en particulier au niveau de la charge, mais si la vitesse de la charge est nulle, la force ici est nulle, donc l'électron ne ressent rien. Un champ électrique, ça met en mouvement un électron, ça peut l'accélérer. Un champ magnétique,
Non, c'est pas le cas. D'accord ? Donc, ici, on est bien dans un cas où si on met les électrons en mouvement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les électrons sont en mouvement ? Parce qu'on est en train de pousser la bobine. On déplace la bobine. Donc, les électrons sont mis en mouvement dans cette direction-là. S'il y a un champ magnétique qui règne dans la région où se trouve la spire ici, V n'est pas nul, B n'est pas nul non plus, et pour peu que le produit vectoriel ici soit pas nul, la force sera pas nulle, et les électrons sont effectivement mis en mouvement dans la boucle, et il y a du coup un courant qui circule. On reviendra tout à l'heure vraiment plus en détail sur dans quel sens ça tourne, quelles sont les caractéristiques du champ magnétique ici au niveau de la boucle, etc. Là, je veux juste dire qu'on comprend avec cette force de Lorentz que les électrons puissent être mis en mouvement quand on fait cette expérience. Par contre, quand on fait celle-là, là, ça semble super bizarre. Ici, on a des électrons qui sont immobiles dans la boucle. Voilà, on a une boucle de courant où on ne met pas de pile, donc il ne se passe rien de spécial. Et on approche un champ magnétique. On approche précisément un aimant, donc ça fait varier le champ magnétique au niveau de la boucle. Et d'après la formule qui est ici, si V ici est égal à 0 dans la situation qui est là, ça vous dit que la force doit être nulle aussi. Et donc dans cette situation-là, on ne comprend pas pourquoi les électrons sont mis en mouvement. Ça, cette expérience-là, elle a joué vraiment un rôle historique très important. Donc les gens se sont posé cette question-là, n'ont pas réussi à y répondre dans un premier temps. Pourtant, l'expérience montrait bien qu'effectivement, en faisant cette expérience, ça crée un courant dans la spire ici. Et le but de ce chapitre ici, c'est de voir pourquoi dans cette expérience-là, on a effectivement un courant. Et on va voir que ce qui se passe, c'est que le fait qu'on ait un champ magnétique variable, quelque part, ça crée un champ électrique. Donc, un champ électrique n'est pas créé seulement par des charges électriques, comme vous l'avez vu en électrostatique, mais il peut être aussi créé par un champ magnétique variable. C'est le cas ici. Si on approche un aimant, ça fait un champ magnétique qui est variable au niveau de la spire. Ça crée un champ électrique qui met les électrons en mouvement et ça donne le courant qu'on observe. Donc le but du chapitre aujourd'hui, c'est d'étudier ça plus en détail. On va voir que ce qu'on va obtenir à la fin, c'est une équation qui relie le champ électrique, on dit induit au niveau de la spire, au champ magnétique, et en particulier sa variation au cours du temps, et ça va constituer une des équations de Maxwell qui vont jouer un grand rôle dans la suite. Donc ce que je vous propose, c'est on va faire ça en deux temps. Là, on va d'abord s'intéresser à cette expérience-là et voir de manière un petit peu plus quantitative quel est le courant qui est créé dans la spire ici, à quoi c'est relié, et puis on verra que ça va nous servir pour la suite. J'aurais même pas dû effacer le dessin, mais c'est pas grave, je vais le faire. Donc, 1, spire mobile et aimant fixe. Je refais le dessin que vous avez vous encore sous les yeux. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose, c'est de déterminer déjà le sens dans lequel les électrons se mettent à tourner là-dedans dans la spire. Est-ce qu'ils tournent dans un sens ou dans l'autre? Pour ça, on va considérer cette situation-là. On a le vecteur vitesse qui est par là-bas. La première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez tracer sur votre feuille la direction du champ magnétique, par exemple ici en bas de la spire. À cet endroit-là, si je veux tracer le champ magnétique, je vais faire une flèche qui va dans une certaine direction. La question, c'est laquelle? Posez-vous la question de quelle est la direction du champ magnétique ici. La question, elle est peut-être un petit peu brutale, c'est peut-être un petit peu loin pour vous. Une question intermédiaire que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les lignes de champ autour de l'aimant? Vous vous souvenez que vous avez probablement déjà tracé ça. Quand on peut tracer des lignes qui sont partout parallèles au champ magnétique, ça s'appelle des lignes de champ. Et on peut faire l'expérience assez simple pour voir les lignes de champ d'un aimant. Vous savez d'ailleurs comment on peut les voir, les lignes de champ d'un aimant? Ouais, alors comment on fait ça? On prend un limaille, pouf, je la mets sur la table et puis je pose l'aimant. C'est ça que vous avez envie de faire? Non, mais sur une feuille, on met sur une feuille. D'accord. Alors pourquoi ce que j'ai dit avant, il ne faut pas le faire? Mettre de la limaille par exemple sur la table et mettre l'aimant dessus. On verrait effectivement des lignes de champ, hein, on verrait quelque chose, mais il ne faut pas faire cette expérience-là. Pourquoi? Alors ça va se coller contre l'aimant. Bon, il y a quelques grains de limaille qui vont effectivement faire des lignes que vous allez voir, mais le problème c'est que la limaille qui est collée, après vous allez mettre 3 heures à langer. Hein. C'est plus un problème pratique.
Donc tous les gens les profs de lycée ou de collège qui font cette expérience-là, ils s'arrachent toujours les cheveux, parce qu'il y a toujours un élève pour aller foutre l'aimant dans la boîte de limaille, et après, vraiment, on s'embête à enlever tous les petits grains un par un, on met 1 heure. Donc il ne faut pas faire ça. On prend une feuille de papier, on met la limaille dessus, on met l'aimant en dessous, et le champ magnétique traverse la feuille de papier sans aucun problème, et vous avez des lignes qui se forment. Donc, la question que je vous pose, c'est quelle est la forme de ces lignes ici autour de l'aimant? Allez-y, réfléchissez un petit peu, voir si vous vous souvenez de ça. Donc effectivement, alors, d'abord, j'ai vu, donc, parmi ceux qui ont dessiné des choses, il y en a qui ont dessiné des choses qui sont exactement ce que je vais faire là, et d'autres qui ont dessiné des trucs un tout petit peu différents. Je vais commencer par le truc un tout petit peu faux. Certains ont dessiné quelque chose comme ça. On fait des lignes qui partent d'un pôle comme ça, et qui vont sur l'autre. Voilà, des boucles fermées, ouvertes par là-bas, mais qui partent tous de ce pôle-là et qui reviennent tous sur celui-là. Alors ça ressemble effectivement à ça, mais ce n'est pas vraiment la situation. Il y a aussi des lignes qui partent du bord de l'aimant ici. Un aimant, ce n'est pas juste quelque chose dont les lignes sortent par un bout et rentrent par l'autre, avec un côté qui serait imperméable au champ magnétique. C'est pas ça. Donc la forme des lignes de champ, elle est plutôt, comme je vais le faire maintenant, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, là-bas ça partirait par là-bas. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc la limaille se mettrait suivant ces lignes-là. Et alors il manque encore une information ici, parce que moi ce que je voudrais c'est le champ magnétique à ce point-là par exemple. Donc par définition des lignes de champ, le champ magnétique il est parallèle à cette ligne-là. La question maintenant c'est est-ce qu'il va dans cette direction-là ou est-ce qu'il va dans cette direction-là? Ah, il n'y a pas de jaune. Ça sera du bleu. Est-ce que B est... Je vais mettre B1 et B2. Est-ce que B il est suivant B1 ou suivant B2? Qui a une opinion? Comme ça c'est vite réglé. Vas-y. C'est B2. C'est B2, il va par là-bas? Ouais, effectivement. Donc ici, si ça c'est un pôle nord, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est nord, ça c'est sud. Effectivement, le champ magnétique semble sortir, on va dire comme ça, du pôle nord et re-rentre vers le pôle sud. Donc c'est effectivement la situation 2 qui est ici, et le champ magnétique il est dirigé comme ça. Donc lui je l'efface. Ok. Bon. Question. Une fois qu'on a ça, on a V, on a B, je vous rappelle que la force de Lorentz subie par les électrons dans le fil est donnée par QV vectoriel B. Dans quelle direction est dirigée cette force? Elle est perpendiculaire au tableau. Oui, donc ce vecteur-là, il est dans le plan du tableau. Au niveau ici du bas de la spire, ce vecteur-là, il est aussi dans le plan du tableau. Donc le produit vectoriel va être perpendiculaire au plan du tableau, tout à fait. Est-ce qu'il pointe vers vous ou est-ce qu'il pointe vers le tableau? Vous sortez votre main droite, faites des trucs avec. On fait quoi pour le produit vectoriel, vous vous rappelez? Vers le tableau? Alors comment? Vas-y, fais le raisonnement. Si on tourne B vers B, avec le tire-bouchon, il se trouve dans le tableau. Ah, alors toi tu fais le tire-bouchon. V vers B. Mais attention, il y a Q ici qui est négatif. Hein. Vous avez pensé à ça? Alors, moi je me rappelle avec la main droite, donc vous pourrez faire avec le tire-bouchon si vous voulez aussi. Le vecteur QV, qui est un vecteur négatif, il est à l'opposé de V, puisque Q est négatif, donc QV il est par là-bas. Ah oui, alors ça fait un peu de gymnastique. Donc QV est par là-bas, d'accord? Comme mon pouce. B, je l'oriente par là-bas. Donc il est dans cette direction-là. Donc B par là et QV sur mon pouce. Donc QV vectoriel B, c'est indiqué par mon majeur ici. Donc l'électron qui est ici vient vers l'avant du tableau. Donc ça tourne, les électrons, ils tournent dans ce sens-là. Je vais mettre E- ici pour dire électron. Dans quel sens va le courant électrique? Dans l'autre sens, effectivement. Par définition,
du courant électrique. Ça, c'est une convention qui est peut-être bizarre, mais qui est historique. Et voilà, c'est une convention. Le sens positif du courant électrique, c'est le sens opposé de celui des électrons. Donc, si on voulait tracer le sens de I, ça irait dans l'autre sens. Vas-y. Là, au moins, vous avez mis dans le sens par déduction ou c'est vous qui avez un peu... C'est le raisonnement que je viens de faire. C'est-à-dire que je viens de voir que la force, elle est dans cette direction-là. La spire, elle est comme ça. Hein. La force, elle est comme ça, donc l'électron, il va aller par là-bas. Donc, bon, c'est vrai que je suis allé un petit peu rapidement. J'ai juste fait le raisonnement ici, là, pour dire que les électrons ici étaient poussés dans cette direction-là. Vous pouvez faire le raisonnement partout ailleurs sur toute la boucle. Vous allez trouver que partout, l'électron, effectivement, il est poussé le long du fil et dans cette direction-là. Vous faites le raisonnement là-haut, vous allez voir que la force, elle va vers l'avant, elle va vers le tableau. Si vous faites le raisonnement ici, la force, elle va par là-bas, etc. Donc les électrons sont vraiment mis en mouvement autour du fil. Quand on a un courant dans un circuit, vous avez vu en électrocinétique l'an dernier que on peut faire ça aussi avec une pile. On met une pile dans un circuit, paf, il y a un courant qui circule. La caractéristique d'une pile, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. Allez-y. Vas-y. Oui, c'est pour ça que je te donne la parole. J'arrive pas à comprendre dans quel sens elle est aspirée. D'accord, ça là c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Ok? Tu la voyais dans l'autre sens? J'ai essayé de bien le dire tout à l'heure, mais je suis peut-être allé un petit peu vite, pardon. Donc je reprends. À moins que vous ayez d'autres questions sur ça, allez-y. Hein. Non, ça va? Donc, un courant qui circule dans une spire, ça peut aussi être fait avec une pile. La caractéristique d'une pile, c'est ce que vous appelez son voltage, une pile de 1,5 volts ou de 5 volts, j'en sais rien. Ça, en électrocinétique, ça s'appelle la force électromotrice. Ce qu'on note aussi F et M, parfois, ça va plus vite. Et on la note E surtout. Et ce E, il est défini de plusieurs façons. En électrocinétique, on définit ça, par exemple, de la façon suivante. Donc W est égal à QE. Ça, c'est le travail qui a été fourni à un électron quand il fait un tour de la spire. Q, c'est la charge de l'électron. Donc on définit la force électromotrice de cette façon-là. E, c'est le travail qu'il faut fournir pour faire un tour à l'électron, qui a été fourni à l'électron, divisé par sa charge. Donc on va ici pour calculer la FM dans le circuit ici. Donc là, en gros, la pile qu'il faudrait mettre pour avoir le même courant dans la spire ici que celui qu'on a obtenu en approchant la spire de l'aimant, et bien on va pour ça calculer le travail de la force qui est ici. Et on va écrire pour ça que le travail élémentaire, quand on s'intéresse à une partie DL du circuit, je vais prendre une petite partie ici, comme ça. Ça, je vais l'appeler DL, c'est un petit élément du circuit. Et le travail est donc donné par F scalaire DL. Donc le travail total, c'est l'intégrale sur toute la spire, sur tout le cours de FDL. Et je vais remplacer F par ce que ça vaut. F, j'ai son expression qui est ici. Ça dit que c'est Q, l'intégrale sur la spire de V vectoriel B fois DL. Donc attention, F c'est un vecteur, ça c'est un vecteur aussi, donc c'est un produit scalaire ici. On fait le produit scalaire en tout point de la force et du déplacement. Donc ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur aussi, et donc là c'est un produit scalaire le point qui est ici. D'après la définition de la force électromotrice qui est ici, on a donc E c'est égal à V vectoriel B scalaire dl intégré sur toute la spire. Donc ici l'intégrale, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, on en avait déjà parlé l'autre fois mais je vais vous le rappeler. L'intégrale avec un cercle dessus, ça veut dire c'est l'intégrale sur un contour qui est fermé. Voilà. Donc la force électromotrice est donnée par ça. Et donc si je vous dis à quelle vitesse se déplace la spire, si je vous donne l'intensité du champ magnétique et sa direction ici, je vous donne l'intensité en Tesla et puis je vous dis voilà ça fait tel angle avec la vitesse, vous allez être capable de calculer la quantité qui est ici et de trouver E en volts. Voilà. On ne va pas le faire ici, c'est pas ça qui m'intéresse, on va voir qu'on a des formes un petit peu plus générales pour la force électromotrice, mais ça permettrait donc de calculer le voltage de la pile équivalente qu'il faudrait mettre dans le circuit pour observer le même courant. Pour rappel,
je ne vais pas vous refaire la partie de cours qui va avec ça, mais pour rappel, quand vous aviez vu la force électromotrice en électrocinétique, vous aviez écrit que E, quand on met une pile, cette fois-ci la pile, ce n'est pas un champ magnétique que ça produit, mais c'est un champ électrique, vous aviez vu que E, c'était donné par E scalaire dl, intégré sur toute la spire. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu en électrocinétique, je vais mettre pour une pile. Donc ici, le E est simplement remplacé par V vectoriel B dans la situation qu'on vient de considérer ici. Si je veux avoir un grand voltage là-dedans, il faut aller vite ou lentement? Il faut aller vite. Il faut que V soit important. Plus V est important ici, plus E est important. Si on multiplie V par 10, bah E est multiplié par 10. Voilà. Donc on a intérêt que ça bouge rapidement. On verra des applications de ça un petit peu plus tard. Et des situations pratiques dans lesquelles effectivement on fait ça. Bah, je peux peut-être vous en demander une. Vous pensez, vous, à une application dans laquelle effectivement on a une boucle, une spire comme ça, sans pile, qu'on déplace dans un champ magnétique? Alors dans les alternateurs, effectivement, donc ça c'est pour produire du courant électrique dans toutes les installations qui sont autour de nous. Hein. Ça, la spire qui est ici, on la relie à un dispositif mobile, par exemple à une turbine, donc ça se déplace, on met des aimants autour, ça se déplace dans le champ d'un aimant, et du coup, on a effectivement une force électromotrice, ça produit un courant, et on peut l'avoir au bout des prises ici. Il y a un autre dispositif qui est un peu plus, j'allais dire exotique, pas tant que ça, parce que c'est finalement bien utilisé, c'est les badges magnétiques. Vous avez pas mal de dispositifs maintenant qui ont des puces, des badges qui ont des puces dessus, dans lesquelles il n'y a pas de pile, et quand vous passez votre badge sur un champ magnétique, il se passe quelque chose, genre vous pouvez passer, ou voilà. Ça marche de la façon, ça marche vraiment avec ça. Hein. Vous avez des spires qui sont gravées sur la puce. Quand vous passez la spire dans le champ magnétique, vous faites exactement ça, donc ça induit un courant dans la spire, et c'est ça qui alimente la puce et qui fait une opération qui permet par exemple d'envoyer un signal ou de calculer quelque chose, envoyer un code ou je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'il faut, quand vous faites ça, il faut le passer assez vite. Si vous le passez tout doucement, ça marche moins bien parce qu'en général, justement, la FM elle est moins importante et donc il n'y a pas suffisamment de courant pour que l'opération se fasse. Alors ça, je vais le mettre de côté ici. Le but du reste du cours, ça va être d'écrire cette force électromotrice sous une autre forme qui est plus générale que celle-ci. Donc ça, je l'écris en haut pour l'avoir sous la main tout à l'heure. Et je mets entre parenthèses ici que c'est intégrale de E scalaire dl pour une pile. Ok. J'efface ça, parce que je voudrais faire maintenant un calcul qui fait pas intervenir explicitement l'aimant. Je remets ici dl, dl est ici, lui je l'enlève, je vais essayer de simplifier ça au maximum. Donc, on va faire un calcul intermédiaire. Je vais calculer une quantité qui va peut-être vous sembler bizarre. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de calculer ça? Faites-moi confiance, vous allez voir que le résultat en fait va nous permettre de simplifier l'expression qui est là. D'accord? Le calcul bizarre dont je suis en train de parler, c'est le suivant. Là, j'ai dessiné la spire à l'instant t. Je vais dessiner la spire à un instant ultérieur, t plus delta t, la même spire. Hein. On va considérer dans toute la suite que cette spire est indéformable. Et je la mets ici à un temps plus tard, t plus delta t. Voilà. C'est la même. Elle est juste translatée dans cette direction-là. De combien est-ce qu'elle s'est déplacée ici? De quelle distance s'est déplacée la spire pendant le temps delta t? Donc, quelle est la longueur qui est ici? V delta t, effectivement. Autrement dit, le vecteur qui est ici, je vais mettre ça comme ça, le vecteur qui est là, ça, c'est le vecteur V fois delta t. Si je veux vraiment le vecteur position qui relie ce point-là à celui-là. Donc je vous ai dit qu'on allait calculer une quantité bizarre. Cette quantité bizarre, c'est la suivante. Sur le volume qui est délimité ici par ces deux spires. Donc, vous avez la spire ici qui délimite elle une surface, celle-là délimite aussi une surface, et si je les mets ensemble, ça fait une sorte de tambour, et vous avez une surface latérale ici qui a été balayée par la spire.
Vous la voyez, cette surface latérale, hein, elle fait vraiment le tour ici. C'est un cylindre en fait. Vous avez un cylindre. La quantité que l'on va calculer, c'est ce qu'on appelle le flux coupé. Et je l'écris, puis on va en discuter. On l'appelle delta 2 dans le mode fixé. C'est le flux du champ magnétique à travers la surface latérale, donc le cylindre là dont je parlais, qui s'appelle aussi la surface coupée. Alors pourquoi couper? Vous imaginez bien, imaginez que vous avez du beurre, voilà, vous avez une spire qui est en fil à couper le beurre. Si vous passez la spire, vous la faites avancer dans le milieu, et elle va couper le beurre sur une certaine... il va y avoir toute une zone qui est coupée. Cette zone coupée, ça va être exactement celle-là. Donc là, c'est la zone qui a été coupée par la spire quand elle est passée dans le milieu. Donc la surface coupée, c'est celle qui est en avant. J'ai appelé ça delta... alors pardon, j'ai mis un 2 ici. Je suis allé un petit peu trop vite. Je vais l'appeler vraiment delta fixé, simplement pour l'instant. Avant que vous posiez la question pourquoi il y avait le 2, je l'enlève en fait. Il y a un seul delta ici, on va voir tout de suite pourquoi. Donc ce delta fixé, c'est la surface ici, c'est le flux à travers la surface, délimité par le passage de la spire. Ce flux, on l'écrit de la manière suivante. Je vais le découper en petits bouts. Je vais écrire que le flux élémentaire, à travers cette surface-là, est obtenu de la façon suivante. Je vais découper la surface en tout un tas de petits éléments de surface. L'élément qui est ici, il a la surface ds. Pour obtenir le flux du champ magnétique, je vous rappelle l'expression du flux magnétique, je vais peut-être l'écrire ici. L'expression du flux magnétique, c'est B scalaire ds intégré sur une surface. Vous vous souvenez de ça? Donc ce qu'on appelle le flux élémentaire delta 2 phi, c'est B scalaire ds. Voilà, c'est cette quantité que je vais calculer ici. Et je vais le calculer pour chacun des petits éléments ici avec lesquels j'ai découpé la surface qui m'intéresse. Et je vais ensuite sommer tout ça pour avoir le flux total. Donc je vais calculer la quantité qui est ici, delta 2 phi c égale à B scalaire ds, où le ds, ça va être l'élément de surface associé à chacun des rectangles qui sont ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis un 2 ici? Ça veut dire que c'est un infiniment petit du deuxième ordre, c'est quelque chose qui est doublement petit. C'est en fait un produit de deux termes qui sont infiniment petits. En effet, j'ai découpé ici la spire en élément dl, il y en a plein comme ça qui feraient toute la spire, donc ça, le d qui est ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui est infiniment petit, je peux le rendre aussi petit que je veux. Donc le côté qui est ici est très petit. De la même façon, le delta t qui est ici, je vais le considérer petit aussi. Je vais prendre un instant vraiment qui est juste ultérieur au précédent. Donc ça, c'est une longueur qui est petite aussi. Alors sur mon dessin, c'est un petit peu trompeur parce que j'ai pris cette longueur-là qui est beaucoup plus grande que celle-là. C'était pour ne pas faire un truc minuscule aussi, ici, là, où vous n'auriez rien vu. Mais imaginez bien que cette longueur-là, elle est aussi petite qu'on veut, et celle-là aussi. Donc la surface qui est ici, là, étant le produit de cette longueur-là par cette longueur-là, en gros, je vais y revenir tout de suite. Donc c'est quelque chose qui est un produit de deux infiniment petits du premier ordre, c'est donc un deuxième ordre. C'est pour ça qu'il y a un 2 ici. L'élément de ds ici, ce qu'on appelle le vecteur ds, je vous rappelle, c'est le vecteur élément de surface. Il est perpendiculaire à la surface et sa norme, ça vaut l'aire de la surface qu'on est en train de considérer. Je vais prendre l'élément de surface qui est ici et je vais le redessiner pour vous montrer une propriété que vous avez probablement déjà vue, mais je ne sais pas si vous êtes très familier avec quand même. La petite surface qui est ici, là, donc elle a un de ses côtés qui est donné par dl, l'autre qui est donné par v. L'élément de surface qui est ici, donc je reprends, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à dl, qui est perpendiculaire à la surface qu'on a considérée. Donc cette surface ici hachurée, là, je l'ai remise à plat là, je vais la mettre en entier, comme ça. Le vecteur ds qui est ici, il va être perpendiculaire au plan du tableau. J'ai dit qu'il était perpendiculaire à la surface. Quelle va être la norme de la surface? ds ici, ça vaut combien pour une figure géométrique dont le côté est dl ici et v delta t ici? On a envie d'écrire dl
fois V delta t sans les vecteurs, voilà, c'est les normes, on a envie d'écrire ça. Sauf que, s'il y a un angle entre dl et V delta t, c'est-à-dire si la vitesse, je décide de ne pas la faire spécialement perpendiculaire à la spire, il va y avoir un facteur géométrique ici. Si vous avez un truc qui fait 1 cm de côté et 1 cm de côté, ici 15 et 15, pouf, vous imaginez ici le carré, donc le carré il fait 15 fois 15 de surface. Si j'écrase maintenant avec un certain angle ici le côté, ça va faire un parallélogramme, la surface elle est écrasée de sinus θ. Si θ c'est l'angle entre mes deux mains ici. Donc il va ici y avoir en plus un sinus θ. Le sinus θ c'est l'angle qui est ici. Ça, la quantité qui est ici, c'est quelque chose que vous connaissez en fait. Ça c'est la norme d'un produit vectoriel. C'est la norme de dl vectoriel V delta t. Vous vous souvenez, hein, la norme d'un produit vectoriel, c'est le produit des normes fois le sinus entre les deux vecteurs. Donc le ds ici est donné par ça. Et du coup, le vecteur surface ds est donné par dl vectoriel V delta t. Alors il faut faire un tout petit peu maintenant attention. Donc ça vous donne un vecteur ds. J'aurais aussi bien pu prendre V delta t vectoriel dl. Donc il faut maintenant déterminer dans quel sens on va mettre la normale. Est-ce qu'on va la mettre en avant du tableau ou vers le tableau. Donc ça va déterminer l'ordre des quantités qui sont ici. Ben ça, donc il faut se référer à la figure qui est ici, là. Ce dont on va avoir besoin après, donc là en fait il faut juste, moi je sais ce qu'on va faire après, donc c'est pour ça qu'on va faire ce choix-là. On va prendre des normales qui sont sortantes ici. On va prendre des ds qui pointent vers l'extérieur du tambour. Donc pour que la normale soit sortante ici, il faut qu'elle soit dans cette direction-là. V, est-ce que dl vecteur v est dans la bonne direction ou pas? Il est dans quelle direction dl vectoriel v? Lui, il est effectivement orienté. DL est comme ça, V est comme ça, paf, mon majeur indique par là-bas. Donc ça, c'est pas vraiment celui qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un signe moins ici. Donc on veut, nous, ds, qui est égal à V, vectoriel dl, fois delta t. Je vais laisser le delta t un petit peu en dehors ici. Vas-y. C'est dl vectoriel V delta t? Oui, c'est dl vectoriel V fois delta t, ou bien vectoriel V delta t, c'est pareil. Le delta t, c'est un nombre ici, hein, simplement. Et ça donne dl fois V delta t sin θ. La norme de ça donne effectivement ça. D'accord. C'est-à-dire que la norme d'un produit vectoriel, c'est la norme du premier vecteur, poum, la norme du deuxième, poum, et le sinus entre les deux. Poum. Donc je vais remplacer le ds qui est ici, là, dans l'expression que j'avais obtenue tout à l'heure. Je fais ici directement, et ça veut dire que c'est B scalaire V vectoriel dl fois delta t. Alors visiblement vous avez un tableau de retard, donc j'écris juste ça, là, ce que je veux, et puis je fais une petite pause après pour que vous preniez le temps. Donc ça, c'est le flux élémentaire sur la surface hachurée ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flux sur toute la surface, donc je veux intégrer ça sur tous les dl ici. Donc je vais sommer tout ce qu'on obtient avec tous les dl. Sommer sur une variable continue comme ça veut dire faire une intégrale, et j'obtiens finalement que delta phi c, c'est égal à l'intégrale sur le contour fermé, sur toute la surface, de B scalaire V vectoriel dl. Avec le delta t qui est là, je vais le mettre devant, tiens, le delta t, je vais le sortir de l'intégrale, ça c'est le même pour tout le monde. On a avancé la spire d'un delta t donné, voilà. Il n'y a plus le carré. Et il n'y a plus le carré parce que j'ai fait une intégrale entre là et là. Ça c'était un infiniment petit du deuxième ordre. Et comme j'ai sommé sur tous les dl ici, on a un ordre de petitesse de 2 moins en quelque sorte. Quand on a un dx et qu'on intègre dx, ça donne x, le d a disparu. Quand on a un d2 de quelque chose et qu'on l'intègre, ça fait un d. Intégrer, ça fait disparaître un ordre de petitesse. Oui, mais là, on a intégré une surface. Enfin, il y a deux trucs. Non, j'ai intégré que sur dl ici. Le delta t, il est encore là, lui. D'accord? Donc, on a la surface, la quantité qu'on obtient ici est encore un infiniment petit parce que je peux la rendre petite en choisissant delta t aussi petit que je veux. Oui. D'accord? Donc là, j'avais écrit tout à l'heure dl vectoriel v, ce qui est c'est un élément de surface tout à fait valide, mais ça, c'est un élément de surface qui pointe dans cette direction-là. Or, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, je veux, moi, ici, que la surface, que l'élément de surface sur le bord du tambour, là, pointe partout vers l'extérieur. Donc je voudrais que ici, il soit vers l'avant et non pas vers l'arrière. Donc c'est pour ça que j'ai changé de signe ici. Allez-y, hein, continuez si vous avez d'autres choses qui vous semblent bizarres. Vas-y, ça a l'air de te... Il y a quelque chose qui a l'air de te perturber. Non? Ok.
arrive à quelque chose qui commence à être intéressant, parce que si vous regardez bien l'expression qu'on a ici, là, j'obtiens que delta phi c sur delta t, c'est égal à intégrale de b scalaire v vectoriel dl. Donc j'ai divisé ici par delta t, je l'ai passé de ce côté-là, poum, on obtient ça. Je vais mettre mon signe intégral un peu plus joli, voilà. Pourquoi est-ce que je dis que ça commence à être intéressant? La quantité à laquelle on est arrivé tout à l'heure, le E, là, il est donné ici. Vous voyez que ça ressemble un petit peu. Alors, ça ressemble un peu. Il faut regarder de loin. Hein. Il y a les mêmes quantités ici, j'ai dl, j'ai v et j'ai b. Bon, sauf que là, les produits vectoriels ne sont pas entre les mêmes quantités, les produits scalaires non plus. Mais on a les mêmes quantités qui interviennent. Est-ce que vous pouvez me faire une remarque super intelligente qui permet de relier ça et ça? Alors, ça c'est une remarque intelligente, mais qui ne nous aide pas. Donc ça, effectivement, on a un E qui est en quelque sorte équivalent à un V vectoriel B, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'on a un moyen? Moi, je voudrais relier ça et ça. Oubliez pour l'instant la ligne intermédiaire, de relier ça et ça. Il y a une propriété des vecteurs, en fait, qui est très utile ici. Quand on mélange des produits vectoriels et des produits scalaires, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Non, je n'entends pas. C'est un produit qui est... C'est ni scalaire ni vectoriel, mixte. Produit mixte. Vous vous rappelez ce qu'il dit, le produit mixte? Donc ce qu'on appelle le produit mixte, c'est quand on a trois vecteurs A, B et C et qu'on calcule ce genre de quantité là, on fait le produit vectoriel de deux d'entre eux et on fait le produit scalaire avec le troisième. Ça a une propriété vraiment intéressante, particulière. C'est que quand on fait une permutation circulaire sur les vecteurs, ça redonne la même chose. Ce que j'appelle permutation circulaire, ça veut dire que lui, il va aller là, lui, il va aller là, et puis lui, il va aller prendre la place du premier. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est égal à C scalaire A vectoriel B. Ça se montre très facilement. Hein. Il suffit de... Vous prenez un vecteur A de coordonnées AX, AY, AZ. Pareil pour B, BX, BY, BZ. Pareil pour C. Vous calculez ce truc-là. Alors, ça fait une expression un peu grosse, mais ça se fait. Hein. Vous calculez la même chose ici. Vous calculez les termes de droite, pareil. Vous allez vous apercevoir que vous avez la même chose des deux côtés. Ça, alors je vais dire un truc ici, vraiment que vous oublierez aussitôt si ça ne vous parle pas. Mais ça, ça s'écrit de manière encore plus parlante. Si vous faites de l'algèbre linéaire avec des matrices, ça c'est le déterminant d'une matrice. C'est le déterminant de cette matrice-là, où je mets là-dedans les coordonnées des différents vecteurs. Voilà. Le déterminant de ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Et le fait que ça soit égal à ça, c'est la propriété, ça traduit la propriété que dans un déterminant, je peux échanger des lignes ou des matrices sans que ça change la valeur du déterminant. Alors, je peux faire des échanges dans certaines conditions de lignes et de colonnes qui rendent invariante le déterminant. Je l'efface, c'est vraiment juste pour vous dire le mot, mais voilà. On a cette propriété du produit mixte ici, et bien je vais l'appliquer là. Je voudrais en fait voir si ça ne serait pas par hasard relié à ce qui est là-haut. Ben pour ça, je voudrais là-dedans faire le produit vectoriel de V avec B. Ben je vais faire ce qui est ici. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Et ça me dit que cette expression-là peut aussi s'écrire delta phi c sur delta t est égal à l'intégrale sur le contour de dl scalaire B vectoriel V. Ce que je peux aussi écrire d'ailleurs. Alors attention, je vais faire deux choses en même temps. Je vais intervertir le DL et puis le produit vectoriel ici. Est-ce que ça change le signe ou pas? Si j'écris cette parenthèse scalaire DL, j'ai le droit? Est-ce que je peux intervertir ça et ça? Oui, un produit scalaire de deux vecteurs, c'est le même quand on change les deux. Donc ça fait effectivement quelque chose scalaire DL, le quelque chose étant la parenthèse ici, et je voudrais maintenant intervertir V et B là-dedans, parce que j'ai le droit de faire ça. Ça change le signe, effectivement. Donc ça fait moins V vectoriel B scalaire DL, ce qui donne la valeur, la grandeur qui est ici. Et donc ça, c'est égal à moins 1. On vient de montrer ici que la quantité qui nous intéressait, là, la force électromotrice, est donnée par moins delta phi c sur delta t. Donc, moins le flux coupé
pendant le temps d'été divisé par delta T. Cette propriété, ce n'est pas une révélation pour vous. Vous dites, bon, ok, super, je ne sais pas tellement ce que c'est que ce truc-là. Ne vous inquiétez pas. Ce résultat-là, il n'a pas forcément un intérêt en soi. Voilà, c'est juste un intermédiaire de calcul. Et de ça, on va en déduire quelque chose de plus intéressant et de plus utilisable. D'accord ? Alors, je vais le réécrire ça ici, pour faire de la place, et je vais maintenant passer à la dernière étape du calcul qui m'intéresse. Je réécris ici, E c'est aussi moins delta phi c sur delta T. Alors, dernière étape, je voudrais maintenant relier la force électromotrice E à une quantité qu'on va appeler le flux de B à travers la spire. La spire, c'est ça, et je veux le flux de B à travers la spire. C'est une quantité, ça paraît assez bien défini. Je retrace, je fais un dessin de la spire ici. J'ai le champ magnétique B, qui va être comme ça, voilà, je le dessine un petit peu partout. B, c'est un champ vecteur, donc il y a une valeur pour chaque endroit de la spire. Et ce qu'on appelle le flux de B, on a envie d'écrire que c'est l'intégrale de B, scalaire ds, où en chaque point ici de la spire, les vecteurs bleus ici sont des vecteurs ds, et les vecteurs blancs, ce sont des vecteurs champ magnétique. Il faut que je fasse en chaque point le produit scalaire de B avec ds, et que je somme tout ça sur toute la spire. Oui. C'est pas aussi le flux à travers la surface, ça? Double intégrale de B.ds? Si, alors, effectivement, peut-être que le vocabulaire que j'emploie ici vous semble bizarre. Quand je dis à travers la spire, c'est à travers la surface délimitée par la spire. C'est bien ça que je veux dire, d'accord? Effectivement, tu fais bien de me faire préciser. Là, le champ magnétique, je l'ai dessiné sur la surface qui est délimitée par la spire, pas seulement sur la spire elle-même, d'accord? À travers, ça, c'était censé vouloir dire ça, mais je précise. C'est à travers la surface définie par la spire. Si je vous donne une feuille à chacun d'entre vous avec les vecteurs B dessinés ou un moyen de calculer B en chaque point de la spire, et je vous donne une forme de spire donnée, et je vous dis, allez-y, débrouillez-vous, calculez B scalaire ds. Alors, mis à part le problème technique que peut-être vous aurez à calculer l'intégrale, j'en sais rien, bon, il va se passer la chose suivante. Au bout d'un moment, quand vous aurez réussi à calculer votre flux, la moitié d'entre vous vont trouver un flux, et la moitié d'entre vous, statistiquement, vont en trouver un autre. Pourquoi ? Parce que si je vous donne simplement une spire comme ça, et je vous dis calculer le flux, et vous n'avez aucune prescription pour savoir dans quel sens vous allez mettre les petits éléments ds. Là, je les ai mis vers la gauche, les ds, mais vous, si je vous donne une spire, je donne un truc qui a une forme comme ça, voilà, certains d'entre vous vont dire, le ds, il est par là-bas. Et vous avez aussi raison que les autres. Donc il y a une ambiguïté sur la manière de choisir l'orientation de la surface ds. Voilà, vous avez le choix. Vous avez une chance sur deux de choisir l'une ou l'autre, et du coup la valeur que vous allez obtenir ici, pour certains va être positive et d'autres peut être négative. Ici, le flux va être positif ou négatif avec le ds que j'ai choisi au tableau. Positif, le produit scalaire de B avec ds est positif, les vecteurs sont dans le même sens partout, donc le flux va être positif. Si avec ce champ B là vous aviez mis ds dans le sens, vous auriez trouvé un flux négatif. Alors, pour savoir de quoi on parle, quand on dit qu'on calcule le flux de B à travers la spire, on se donne une prescription sur la façon d'orienter le ds. Donc pour le ds de la spire. Et ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On commence par se définir un sens positif sur la spire. On va dire, si ça tourne dans ce sens-là, c'est positif. Je peux prendre par exemple comme sens positif celui-là. Voilà. Donc là encore une fois, vous aurez vous chacun une chance sur deux de choisir l'un ou l'autre. C'est ce que vous voulez, mais voilà, on choisit un sens positif. Ce sens-là va nous déterminer ds. On convient d'orienter les ds avec la règle de la main droite. C'est-à-dire, on fait suivre au doigt ici le sens plus, et du coup, c'est le pouce qui indique la direction de ds. Vous avez déjà vu cette règle-là dans d'autres circonstances. C'est la règle du dauphin aussi, on appelle ça. Enfin, non, personne n'appelle comme ça que moi, mais voilà, c'est la règle du dauphin.
Donc le DS dans cette situation-là serait par là-bas. Vous voyez bien la géométrie, hein, ça c'est bien l'avant de l'aspire. Hein, c'est important ici la notion d'avant et d'arrière. Donc ça c'est l'avant de l'aspire. Donc si je fais tourner mes doigts dans le sens plus, le DS est par là-bas. Donc étant donné le signe positif sur l'aspire, ça délimite de façon univoque le DS. Et ce qu'on appelle le flux de B, c'est l'intégrale sur cette surface ici de B scalaire DS. Je vais utiliser ça, cette quantité-là, phi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais relier le flux coupé qui est ici au phi qui est là, et je vais exprimer maintenant E, non pas en fonction de phi C, mais en fonction du phi qui est là. Pour ça, je vais utiliser une propriété qu'on a vue la dernière fois, que vous avez vue en magnétostatique, et que je vais vous rappeler maintenant. Vous rappelez que le champ magnétique, il a une propriété particulière. L'intégrale de B sur une surface fermée scalaire ds, ça c'est le flux de B à travers une surface fermée. Vous vous rappelez ce que ça vaut, ça? Si j'avais mis E ici, ça serait quoi? Le flux de E à travers une surface fermée? Vas-y. Oui, ça aurait été Q intérieur sur epsilon 0. Maintenant, si je mets B, ça fait 0 en fait, ça. Ça, c'est lié au fait que la divergence de B est nulle. Le flux de B à travers une surface fermée est nul. Attention, dans cette expression ici, le DS doit être orienté de la même façon sur toute la surface. C'est les DS qui sont sortants, par exemple. Il faut qu'ils soient sortants partout. Vous ne pouvez pas prendre sur certains bouts de la surface des DS qui sont sortants et sur d'autres des DS qui sont entrants. Là-dedans, les DS sont sortants. Je vais les dessiner sur la figure ici. Je vais dessiner en vert, en essayant de faire une pseudo 3D, les vecteurs DS qui interviennent dans la propriété qui est ici. Donc si je calcule le flux de B à travers toute la surface qui est là, tout le tambour, hein, tout à l'heure je me suis intéressé à la surface latérale, maintenant j'ajoute l'avant et l'arrière du tambour, ça fait une surface fermée. Le théorème qui est ici, la propriété de B qui est ici, me dit que le flux de B à travers cette surface fermée est nul. Ça, c'est vraiment une propriété qui va permettre de nous relier phi à delta phi c, puisque l'intégrale qui est ici, l'intégrale fermée, je peux la couper en 3. Cette intégrale ici, c'est une intégrale sur cette face-là, plus une intégrale sur la surface qui est là, plus l'intégrale sur le deuxième bouchon. Vas-y. On a dit que c'est le flux, la double intégrale de B plein ds c'est égal à 0, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de charge intérieure. Parce qu'il n'y a pas de charge, non, même s'il y a des charges électriques, le flux de B à travers la surface fermée est nul. Toujours. Oui, toujours. Ça, c'est vraiment une propriété de B. Pour le champ électrique, ça serait Q1 sur epsilon 0. Pour B, c'est toujours 0. Il peut y avoir des charges, il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Ça va être toujours vrai. D'accord. Voilà. Ça, c'est lié au fait, vraiment, si on va voir dans les fondements de ça, c'est lié au fait qu'il existe des charges électriques, mais il n'existe pas de charge magnétique. On ne peut pas avoir un pôle nord tout seul sans son pôle sud. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, je découpe l'intégrale qui est ici en 3, et je me retrouve avec l'intégrale de B, l'intégrale sur le bouchon avant ici, ce que j'appelle le bouchon avant, c'est ça, pouf, de B scalaire ds, plus l'intégrale de BDS sur le côté, je vais mettre ça lat pour latéral, plus l'intégrale de B scalaire ds arrière, ça va faire 0. Là-dedans, il y a une quantité qu'on a déjà calculée, laquelle? Celle-là, effectivement, le flux latéral ici, et ça, c'est ce qu'on a appelé delta phi c tout à l'heure. Donc ça, on l'a calculé, voilà, c'est delta phi c. Je vais maintenant m'intéresser au flux qui est ici et à celui qui est ici. Ça, le flux ici sur la face avant, c'est le flux qui traverse l'aspire à l'instant où elle était au temps t. Avec une orientation, en choisissant l'orientation positive de l'aspire qui suit le dl que j'ai écrit ici, ce que j'ai écrit ici au tableau,
Donc on a un DL qui va dans ce sens-là, je vais choisir le sens positif suivant le DL qui est ici. Du coup, le DS qui est associé à l'aspire, le DS naturel qui va dans l'expression ici du flux phi qui est ici, c'est le même que le DS vert qui est ici, c'est-à-dire il est effectivement sortant pour la surface totale. Donc le flux de B à travers l'aspire ici, c'est-à-dire le flux sur la face avant, ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler phi de T. C'est-à-dire c'est le flux du champ magnétique à travers l'aspire au temps T. Ce n'est pas le cas de la quantité qui est ici. Là, sur la face arrière, dans la quantité qui est ici, le DS est orienté dans cette direction-là. Or, la spire, je viens de dire que je l'ai orienté suivant le DL. Le DL, il est le même ici, c'est la même spire qu'on a déplacée. Donc, on ne va pas changer de convention de signe entre ce moment-là et ce moment-là. Donc, avec la convention de signe qui est ici, le DS qui intervient dans la définition du flux, il est orienté par là-bas, comme il l'était ici. Il faut imaginer la spire ici qui se déplace avec ses DS, qui indique la normale pour calculer le flux. La spire s'est déplacée, elle emmène avec elle ses DS. Donc les DS, les éléments de surface qui interviennent dans la définition du flux, sont dans cette direction-là, alors que ceux qui interviennent dans l'intégrale qui est là pointent dans l'autre direction. Donc la quantité qui est ici n'est pas donnée par, comme on aurait pu l'écrire, phi à l'instant t plus delta t, elle est donnée par moins phi de t plus delta t. Là, c'est un point qui est probablement un petit peu délicat. Donc, je m'arrête 30 secondes et regardez calmement ça et posez-moi des questions si vous en avez. Ça va? Bon, il faudra le reprendre calmement. Là, je suis conscient que j'enchaîne beaucoup de choses, ça va un peu vite. Mais normalement, j'ai vraiment mis toutes les étapes. Enfin, il y a toutes les étapes là qui ont été exposées. Donc, si vous regardez ça, vous rebossez ça, ça ne devrait pas vous poser de problème. Du coup, on a fini là. Alors, pas le cours, rangez pas vos affaires, mais on a fini le gros de ce que je voulais vous dire. Enfin, le gros de ce qui est un petit peu délicat en tout cas. À partir de cette expression-là, je vais la réécrire. Phi de t plus delta phi c moins phi de t plus delta t est égal à 0. Ça s'écrit aussi. Delta phi est égal à phi de t plus delta t moins phi de t. Ah ah! Ça là, comment vous avez envie de l'écrire? Là, vous avez super envie de l'écrire autrement, ce truc-là. Alors, si delta t est très petit, ça ne fait pas 2 parce qu'il y a un signe moins ici, donc ça va plutôt faire quelque chose qui est proche de 0. Ça là, phi de t plus delta t, on peut l'écrire avec un développement limité. Si delta t est petit, en gros, si delta t vaut 0, ça vaut phi de t. Si on avance un tout petit peu dans le temps, si t change un tout petit peu, ça va changer, mais pas beaucoup. En gros, ça va à peu près être égal à phi de t. Sauf que, grâce aux mathématiciens, on arrive à dire de combien c'est différent. Et ça s'écrit comme phi de t plus quelque chose de petit. Ce quelque chose de petit, c'est dφ sur dt fois delta t. Ça s'appelle un développement limité de cette fonction-là, à l'ordre 1. Le paramètre du développement limité étant delta t. Ça vous dit quelque chose, ça? Bon, vous voyez que quand je remplace ça par ça, les phi de t s'en vont. Il reste delta phi c est égal à dφ sur dt fois delta t. Et donc ça vous dit que delta phi c sur delta t est égal à dφ sur dt. Delta phi c sur delta t, c'est une quantité qu'on a déjà rencontrée. On avait que E c'était moins delta phi c sur delta t, donc E c'est égal à moins dφ sur dt. Ça c'est super important. C'est le résultat important de ce cours. Ça s'appelle la loi de Faraday. Elle est importante parce qu'elle si on arrive à calculer le flux de B à travers la spire en tout instant, en dérivant cette fonction par rapport au temps, ça donne directement E. J'allais dire, on n'a pas d'intégrale à faire et tout ça. Ça serait vous mentir, parce que pour calculer le flux, en général, il y a une intégrale à faire. Mais il y a pas mal de situations dans lesquelles calculer le flux, c'est quelque chose de facile. Vous verrez ça notamment dans votre deuxième TD. Une fois qu'on a le flux en fonction du temps, voilà, on a une fonction, on la dérive et ça donne.
Une fois qu'on a E, d'ailleurs, ça donne aussi le sens du courant. Hein. On va regarder ça tout de suite ensemble. On va faire quelques applications de ça. Application simple. Je vais reprendre le même exemple déjà que celui que j'ai considéré au début, avec un aimant ici qui est à son pôle nord, pôle sud qui est ici, V qui est dans cette direction-là. On va appliquer la loi de Faraday pour déterminer le sens du courant dans la spire. Donc là, encore une fois, je vous demande d'écouter vraiment attentivement, parce que le raisonnement que je vais faire ici, il y a 3 chances sur 4 pour que je vous le redemande en contrôle continu. C'est une petite succession de choses à faire et puis à écrire. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on en a fait 4 ou 5, on est devenu expert. Voilà. Alors, on veut que, donc la question que je pose ici, c'est quel est le sens du courant induit qui circule dans la spire. Sens de I dans la spire. Pour ça, on commence par se donner, alors il y a plusieurs étapes, je les écris explicitement. 1, on se donne un sens positif sur la spire. Vous mettez celui que vous voulez. Alors je vous conseille pour l'instant de prendre le même que moi, et puis vous prendrez, on regardera ce qui se passe avec l'autre, éventuellement après. Je vais prendre par exemple un sens positif qui va dans ce sens-là. J'aurais pu prendre l'autre. Je vais décider de prendre celui-là. Une fois qu'on a le sens positif, je dessine la surface, les éléments de surface ici sur la surface délimitée par la spire. Je trace DS. Dans quel sens se trouve DS ici avec le sens positif que j'ai choisi? C'est bon. Le dauphin il est en train d'aller vers le tableau là. Hop, ça va vers la touche. Donc DS il est comme ça. Dans quel sens se trouve le champ magnétique dans la spire? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le champ magnétique, hein, il part du pôle nord ici. Donc, il va faire quelque chose. Il y en a un qui est là, l'autre qui est là. L'autre qui est là. Donc, il va essentiellement aussi de la droite vers la gauche. Ensuite, on détermine le signe de phi, le signe du flux. Je vous rappelle que le flux, hein, c'est donné par l'intégrale de B scalaire ds. Est-ce que le flux ici de B à travers ds, à travers la surface, est-ce qu'il est positif ou négatif sur le dessin? Il est positif. B et ds sont dans le même sens. Le produit scalaire qui est ici est positif. Dans le cas qui est ici, phi est positif. Ensuite, variation de phi. On a envie de savoir, ce qu'on a envie de savoir, c'est le sens, le signe de E. Vous allez voir à la fin. Donc je veux savoir pour ça le signe de la dérivée des phi sur dt. Donc je veux savoir si phi est croissant ou décroissant. Quand je prends la spire qui est ici et que je l'approche de l'aimant, est-ce que le flux va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer? Oui. Oui. Donc pour le signe de phi, je vois ici qu'à chaque point ici, j'ai à calculer pour le flux B scalaire ds. Le produit scalaire ici de deux vecteurs qui vont dans le même sens, c'est quelque chose de positif. Donc B scalaire ds, ici, il est partout positif. La phrase que je viens de faire te pose problème. Un peu? Non, c'est bon? On verra tout à l'heure un cas où phi est négatif. Alors, je reprends ici le point 5. Est-ce que phi augmente ou diminue quand la spire va dans cette direction-là? Qu'est-ce qui change quand je prends la spire ici et j'avance là? Est-ce que les ds changent? ds, c'est une propriété de la forme de la spire. Une fois qu'on a la surface qui est ici, si je ne déforme pas la spire et que je la bouge, les vecteurs ds bougent avec, mais c'est les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? C'est le champ B. Est-ce que le champ magnétique, il augmente ou est-ce qu'il diminue? Il augmente, on s'approche de l'aimant. On pourra, si on a le temps, on reviendra tout à l'heure sur la façon dont ça augmente, mais effectivement, quand on se rapproche d'un aimant, le champ magnétique augmente. Donc phi, ici, augmente.
peux mettre ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que dφ sur dt, il est comment? Négatif ou positif? Positif. Et donc, E est comment? Il est positif ou négatif, E? Négatif. E, c'est moins dφ sur dt, c'est marqué là. C'est la loi de Faraday. Donc, E est négatif. Donc, tout se passe là-dedans, comme si on avait mis une pile qui avait une FEM négative, donc avec le sens positif que j'ai choisi ici, ça veut dire que le courant se déplace, ici E négatif, c'est-à-dire que I va dans le sens opposé du sens positif choisi, et donc I se déplace finalement dans cette direction-là. Ça, c'est parce que E est négatif, donc I se déplace dans le sens inverse du sens positif choisi, et donc I, il est comme sur le schéma. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'on avait QV vectoriel B ici qui allait dans cette direction-là. Donc les électrons ils vont dans le sens plus, et donc le I ici va bien dans le sens moins. On avait déjà trouvé ça tout à l'heure. On va refaire la même chose ici, du point de vue de quelqu'un qui aurait choisi l'autre sens positif par convention. Est-ce qu'on va trouver, à votre avis, un courant I qui va dans le même sens ou dans l'autre sens? Dans le même sens. La physique, elle s'en fout royalement de nos conventions. Hein. Le courant, il dépend que de l'expérience, pas d'une convention qu'on a choisie. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. En changeant la convention de signe sur la spire, ça change quelques trucs dans le calcul, forcément, mais à la fin, on trouve la même chose. Donc vous êtes prêts? L'étape 1, le sens positif, je le change. Je vais maintenant le prendre comme ça. Est-ce que ça change le sens de ds, des vecteurs ds? Oui, hein? On a dit tout à l'heure justement, les ds étaient déterminés par le sens positif qu'on choisissait, donc déjà les ds ils vont tous être dans l'autre sens. Est-ce que B est modifié? B, il s'en fout de notre signe, de notre convention de signe, lui c'est le même. Quel est le signe de phi? Maintenant il est négatif. B et ds pointent dans des directions opposées partout. Donc on se retrouve maintenant avec ici un signe qui change. B est négatif. Est-ce que phi augmente ou diminue? Alors attention, le piège, la difficulté, elle est là en fait. Phi, alors, quand on approche la spire de l'aimant, la norme du champ magnétique augmente. C'est ce qu'on veut dire par le champ est plus intense. Donc effectivement, l'intensité de champ augmente. Cependant, donc, la quantité B scalaire ds, en valeur absolue, elle est de plus en plus grande. Mais attention, phi est négatif. Une grandeur qui est de plus en plus grande en valeur absolue, mais qui est négative, eh ben, elle est de plus en plus petite. Si vous partez de l'étage moins 1 et vous allez au moins 5, le nombre d'étages il a augmenté, vous êtes passé de 1 à 5, donc le nombre après le moins il a augmenté, mais vous êtes descendu en fait. Donc une grandeur négative dont la norme augmente, dont la valeur absolue augmente, ça veut dire qu'elle diminue. Donc ici ça change aussi le phi. Et donc dφ sur dt il est négatif maintenant. Si dφ sur dt est négatif, E est positif, E positif, ça veut dire que I va bien dans le sens positif qu'on a choisi, c'est-à-dire dans le sens plus. Oui, c'est dans le sens de tout à l'heure, c'est le même sens. Ça n'a rien changé. Vous avez sur le Moodle quelques exercices de ce type-là, où on vous dit, bah tiens, là j'ai mis un pôle sud à la place d'un pôle nord, ou tiens, j'éloigne la spire au lieu de la rapprocher. Quel est le sens de I? Voilà. Il suffit vraiment de faire ça et de ne pas se tromper. Donc encore une fois, la seule petite difficulté, c'est de se rappeler qu'une grandeur négative, quand sa norme augmente, et ben en fait elle diminue. Voilà. C'est là en général que vous vous trompez. Le reste, vous y arrivez assez bien, mais faites attention à ça. Ok. Donc je voudrais maintenant revenir. Donc, au début du cours, je vous ai présenté deux types d'expériences. On approchait une spire d'un aimant, et ensuite on approchait l'aimant de la spire. Et je vous ai dit que dans le deuxième cas, là, on ne comprenait pas forcément bien tout de suite physiquement ce qui se passait.
que maintenant, du coup, on va venir là. Petit 2, spire immobile, aimant mobile, aimant mobile. En mouvement. Juste pour éviter la répétition. Bref. Donc cette fois-ci, la situation expérimentale qu'on considère, on a une spire comme ça avec sa face avant vers nous, sa face arrière par là-bas. On a l'aimant qui est là. Et cette fois-ci, on approche l'aimant à une certaine vitesse v par là-bas. Comme je vous l'ai dit au début du cours, là on ne comprend pas forcément ce qui se passe du point de vue si on prend juste la force de Lorentz, puisque les électrons sont au repos, donc leur vitesse est nulle, ils ne ressentent pas de force magnétique et donc ils n'ont pas de raison d'être mis en mouvement. Et donc les gens qui ont inventé l'électromagnétisme en fait se sont dit il doit y avoir ici un champ électrique qui est créé, et ce champ électrique est créé par le fait qu'on a un champ magnétique variable. Et donc c'est ce qu'on a appelé l'induction. Ça je l'écris. Il y a un champ électrique au niveau de la spire. Oui. Je comprends pas vraiment où est le problème, parce que c'est qu'il y a un souci de référentiel en fait. Physiquement, je vois pas où. Alors, c'est un souci de référentiel. On est vraiment d'accord. Donc, toi, tu as envie de me dire, bah oui, il va forcément y avoir un courant parce que c'est la même situation qu'avant. On est bien d'accord et les gens étaient d'accord sur ça. Maintenant, là où ça devient un problème, c'est que si on analyse, tu te mets à la place de l'électron qui est là-dedans, là, tu as envie de trouver la même chose que dans le cas d'avant, mais quelle est la force qui agit sur l'électron? Tu as les gens à cette époque-là, et vous avez appris en magnétostatique, qu'un électron au repos, quand il y a un champ magnétique autour de lui, ne ressent aucune force. Donc si on a un aimant qu'on approche, ou qu'on éloigne, ou qu'on agite devant la spire, l'électron il est là avec une vitesse nulle, tu peux changer B autant que tu veux dans l'expression F est égal à QV vectoriel B. Si V vaut 0 et l'électron est au repos, il ne ressent aucune force. Donc là, il est vraiment là le problème. Du coup, dans cette formule, V, c'est la vitesse de la spire. Ça sera pas non, c'est la vitesse de l'électron. Là, on s'intéresse à l'électron dans la spire, est-ce qu'il est mis en mouvement ou pas, donc ça s'applique à lui. Donc c'est pas du tout celle de l'aimant. Alors, c'est pas celle de l'aimant ici, pas du tout. Ah, pardon, ce que j'ai mis V ici, et là, je me refais à l'expérience de tout à l'heure. Ça, c'est la vitesse de l'électron. Je vais mettre un petit E. Donc tout à l'heure, quand on bougeait la spire, l'électron il était mis en mouvement avec la spire, donc c'était la vitesse de la spire. Mais là, ça n'a rien à voir avec la vitesse de l'électron. Vas-y. Et si on prend par exemple l'origine de l'élément, ça veut dire que l'origine elle va se déplacer et si ça reste fixe, Oui. Donc, du coup ça va avoir une position qui va changer. Du coup il y a une vitesse pour la spire. Oui, mais justement, mais là tu vois que donc tu es en train de me dire si je change de référentiel et je me mets dans le référentiel de l'aimant, ça marche. On est bien d'accord. Mais de dire que la physique ne dépend pas du référentiel dans lequel on l'étudie, ça veut précisément dire que moi, si je choisis le référentiel dans lequel la spire est mobile, ça devrait marcher aussi. Et ce n'est pas le cas ici. Tout le problème ici, il vient du V. En fait, le problème fondamental là-dedans, il vient du fait qu'on utilise une vitesse, et une vitesse, c'est quelque chose de relatif en physique. Donc s'il y a une force qui dépend de la vitesse, ça veut dire que si je me mets dans un référentiel dans lequel la vitesse est nulle, cette force va disparaître. Donc à chaque fois que vous avez une force qui dépend d'une vitesse, ça veut dire que il va y avoir un problème quand vous allez changer de référentiel, la force va plus être la même, et donc le mouvement non plus, a priori. Voilà. Donc la manière qu'ont trouvé les gens de résoudre ça, c'est de supposer qu'il y avait un champ électrique au niveau de la spire, et ils se sont dit, ce champ électrique, il est dû à la variation B, et ils ont essayé de relier l'expression de ce champ électrique, là, d'en trouver une expression en fonction de B, du champ magnétique. Et pour ça, en fait, ça se fait vraiment assez bien, puisque s'il y a un champ électrique, et si la force électromotrice qu'on observe dans la spire ici est due au champ électrique, on peut aller piocher là-dedans. C'est pour ça que j'ai laissé au tableau depuis tout à l'heure celle-là. Quand on a un champ électrique quelque part dans un circuit, la FM est donnée par ça. Donc on a envie que cette F et M, là, intégrale de E scalaire dl, on a envie, d'après tout ce que vous dites, que la FM qui est ici soit donnée par la même chose que dans l'expérience d'avant, où c'était la spire que je bougeais et l'élément que je laissais immobile. C'est-à-dire on a envie que ça soit donné par ça encore. Donc on a envie que ça soit donné par moins d sur dt du flux de B à travers la spire, c'est-à-dire l'intégrale de B scalaire ds.
On a envie que le résultat de cette expérience-là, poum, soit donné par la même chose que l'expérience d'avant. Poum. Ça vous relie E et B. Vous voyez qu'ici, l'un, si vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre. Alors, elle est un peu compliquée, cette formule. Hein. Si je vous donne B, vous n'allez pas trouver E comme ça tout de suite. Mais sauf qu'on peut la transformer pour la rendre un petit peu plus agréable. On peut faire deux choses dans cette formule. Je vais commencer par le terme de droite. On peut rentrer la dérivée ici à l'intérieur de l'intégrale. La dérivée d'une intégrale, quand on a des fonctions qui ne sont pas trop biscornues, ça s'écrit comme moins l'intégrale de, le moins qui est ici rentre aussi. Ici, j'ai envie d'écrire dB sur dt fois ds. Je vais changer un petit peu la notation. Je vous explique pourquoi une fois que j'ai fini d'écrire. Voilà, j'ai rentré la dérivée à l'intérieur et j'ai remplacé les d par des d ronds. Parce que le b qui est ici, il dépend de plein de trucs. Le b qui est ici, il dépend de la position et il dépend du temps. Donc il dépend de 4 variables. Donc ça n'aurait pas de sens d'écrire d sur dt. Tout ça, par contre, ça dépend que du temps. L'intégrale de b sur la surface ici, c'est une quantité qui définit la spire à l'instant t, ça c'est une fonction de t. Donc c'est bien une dérivée par rapport au temps qui intervient. Une dérivée c'est d sur dt. Donc, alors que le b lui-même, il peut dépendre des variables d'espace et des variables de temps, donc la dérivée droite devient une dérivée ronde. Ici c'est une dérivée partielle. Donc le terme de droite, j'en ai fait ça. Le terme de gauche, attention, alors là vous allez pleurer un petit peu, mais c'est pas grave. Ça, on a vu un théorème la dernière fois qui relie l'intégrale sur un contour fermé à une intégrale sur une surface. On a écrit quelque chose comme ça, avec ici, quelque chose qui dépendait de V, c'était le théorème de Stokes. On avait écrit ici rotationnel de V. Donc les mathématiciens nous disent que, blablabla, on a vu ça la dernière fois, si je calcule ça ou si je calcule ça, ça donne la même chose. Ben, ça veut dire que ici, si je remplace V par E, l'expression qui est là, qui paraissait un peu gentille, on va la rendre un peu méchante. J'écris ça comme l'intégrale de rotationnel de E scalaire ds. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'une fois que j'ai fait ça, on a ici des choses qui sont très semblables à droite et à gauche. On a une intégrale double sur une surface qui est égale à une intégrale double sur une surface. Et pour que cette égalité-là soit valable, quelle que soit la spire que j'ai choisie, ici je n'ai pas pris une forme particulière de spire, donc l'égalité qui est ici doit être vérifiée pour toute forme de spire. Ça veut dire nécessairement que pour que ces intégrales soient égales, ça doit être égal à ça. Je vous refais ce raisonnement avec des fonctions, parce que là, les intégrales sur des surfaces, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes forcément hyper familier. Mais, si je vous dis, j'ai une fonction f ici, de x, et je vous dis l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de g dx. Donc vous avez deux fonctions dont les intégrales entre 0 et 1 sont égales. Est-ce que ça veut dire que f et g sont égales? Pas du tout, hein. Ça veut juste dire que l'air sous la fonction f entre 0 et 1 vaut la même chose que celle de g, mais elle peut avoir des formes très différentes. Si je vous dis maintenant que sur n'importe quel intervalle, les deux intégrales sont égales, ça en fait on peut montrer que ça vous indique qu'effectivement les fonctions sont nécessairement égales. F est égal à g. Si l'égalité qui est ici est vraie pour toutes les bornes, les fonctions qui sont là-dedans sont nécessairement égales. Et bien ici en deux dimensions c'est pareil. Si je vous avais dit l'intégrale sur une sphère de rayon 1 de ces deux quantités sont égales, et ben ça ne vous aurait pas dit grand-chose. Ici, de dire que ces intégrales sont égales, quelle que soit la surface que je choisis, ça veut dire que les intégrants eux-mêmes doivent être égaux. Et donc ça vous dit qu'on a nécessairement une relation qui est hyper importante. Rotationnelle de E est égale à moins d rond B sur d rond T. Je vous présente une des équations de Maxwell qu'on n'avait pas encore vue. Ça, c'est l'équation de Maxwell. Une des équations de Maxwell. Alors, elle s'appelle souvent Maxwell-Faraday, parce qu'elle est reliée à la loi de Faraday. Celle-là, elle est vraie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En physique, on est toujours en train de vous dire un truc, puis en disant attention, quand vous serez grand, ça sera plus vrai, ça sera plus compliqué. Dans le cas de l'électrostatique, vous avez vu que le rotationnel de E est égal à 0, c'est ce qu'on a vu à la fin du dernier cours, où je me suis arrêté. Donc ça c'était l'électrostatique. Dès qu'on fait de l'électromagnétisme avec des champs magnétiques qui peuvent varier, on a cette expression-là. Vous verrez rien de plus que ça. Ça, c'est la vérité.
chaque fois qu'on dit ça, il y a toujours un mais. Bon, si vous faites de la mécanique quantique un jour et que vous étudiez ça de manière quantique, là, ça sera un peu plus compliqué. Mais dans le cas de l'électromagnétisme classique, ça, c'est une équation ultime. D'accord ? Regardez-la bien, elle est sympa, elle est ultime. Hein. Alors après, il faut arriver à s'en servir, c'est un outil un peu délicat, etc. On va apprendre, mais voilà, là, on a quelque chose de profond. Donc là, du coup, on a les 3/4 des équations de Maxwell. Il y en a déjà 2 qu'on avait écrites. On avait écrit aussi que divergence de E était égale à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est vrai tout le temps. On a vu que divergence de B est égale à 0. Ça, c'est vrai tout le temps aussi. Ça, c'est 2 équations de Maxwell. Ça, c'est la 3e. Et on en verra une 4e la prochaine fois. Oui, il est intelligent, Maxwell. Quand même. Je ne vais pas prendre ça une fois. Donc on a vu ici le cas d'une spire qui est en train de bouger avec un aimant immobile. On a vu le cas d'un aimant en train de bouger avec une spire immobile. Si les deux bougent, la loi qui est ici est encore valable aussi. Hein. Donc ce qu'on vient de voir, c'est vraiment tout à fait général. On a vu 2 cas particuliers avec un des trucs qui était immobile. Maintenant, dès que vous avez un mouvement relatif entre une spire et un aimant, ça va être vrai. Ça va être vrai. C'est ça qui va nous permettre. Ça, c'est vraiment la loi la plus générale qu'on puisse imaginer. Hein. Donc ça, c'est vrai tout le temps. Cette fois-ci, je m'arrête.